Il y a un mois, avec Franck Zégé, on s'inquiétait de la loi sur la fin de vie. L'actualité nous donne, hélas, 1000 fois raison. Une famille désemparée dénonce le Canada pour avoir mis fin au jour de leur fils de 26 ans qui souffrait de dépression saisonnière. Ne votez pas cette loi du culte mortifère au pouvoir, mais appliquez un accès aux soins palliatifs pour ceux qui en ont besoin. Mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus de personnes qui réagissent? Les amendements humanistes sont rejetés les uns après les autres dans une assemblée nationale quasi déserte. Pourquoi le monde de la santé ne réagit pas non plus? Explication avec Franck Zégé. Bonjour Franck, on est vraiment très heureux de t'accueillir une nouvelle fois dans ces entretiens. Tu as une actualité brûlante. Tu as eu quelques mésaventures avec la Haute Autorité de Santé. Est-ce que tu pourrais nous expliquer tout cela? Alors bonjour Louis, effectivement, ravi de recommencer cet entretien. Ah, la haute autorité de santé. Déjà, rien que le nom, effectivement, haute autorité, ça en impose. Et ben, c'est l'occasion, effectivement, d'expliquer comment tout ça fonctionne. Donc, en fait, on est dans une optique où il faut parler plus généralement de qui tient la main, qui tient le stylo du médecin qui vous examine. Donc, on est pleinement dans une médecine corrompue, il faut le dire. Alors, je vous explique. Au départ, la corruption, elle était assez artisanale. C'est-à-dire que les laboratoires allaient voir les médecins en ville, individuellement. Ils leur offraient effectivement un bon repas, un séminaire, un congrès à l'étranger, etc. Ou aussi des études bidonnées. C'est-à-dire que le médecin faisait une étude bidonnée. En contrepartie, il avait des sous et puis il avait pris l'habitude de prescrire le médicament. Bon, sauf que là, c'était assez artisanal. Les pouvoirs publics ont mis fin à ce système, ils ont eu raison. Il y a eu les lois anti-cadeaux, et donc on a arrêté les laboratoires n'ont plus eu la possibilité de corrompre ainsi, mais ils n'ont pas pour autant réduit leur budget de communication. Et donc la corruption est passée à un niveau beaucoup plus systémique, et donc je vais vous donner notamment les 3-4 niveaux, et on finira par la HS. Le premier niveau, c'est qu'effectivement, avec l'aide des médias, on a fait des campagnes pour promouvoir certains médicaments. Alors, il y a eu le plan Alzheimer avec Sarkozy, où effectivement, c'était les médecins généralistes ne sont pas formés à la prise en charge de la démence, les médecins généralistes ne sont pas bons. Heureusement, nous créons des centres mémoire où vous aurez accès à de nouveaux médicaments que les médecins généralistes n'ont pas. Et donc, les gens faisaient une forte pression pour aller dans ces centres mémoire, on leur prescrivait des médicaments qui étaient des anticolines estérasiques à l'époque, des médicaments sans efficacité qui coûteraient très cher à la sécurité sociale et qui d'ailleurs n'existent plus aujourd'hui. Et ils ont refait le même coup avec la douleur. Les médecins généralistes ne prennent pas en charge la douleur, vos médecins ne considèrent pas votre douleur, Nous mettons en place des centres antidouleurs et dans ces centres antidouleurs, on a prescrit effectivement les opioïdes qui ont été à l'origine d'un grand scandale planétaire. Parce qu'effectivement, ils ont entraîné beaucoup de dépendances, beaucoup de décès. Et aux États-Unis, c'est un gros scandale avec des condamnations très très fortes sur les laboratoires qui les ont fabriqués et aussi sur, McKinsey, qui était à l'origine de ces campagnes. Pour donner une idée, le laboratoire Purdue Pharma qui fabriquait le Onyxycontin a disparu suite aux plaintes et aux C'est classes ça. actions. Il a dû payer près de 12 milliards d'euros de dédommagement et McKinsey, qui avait conseillé une campagne de vente absolument ignoble parce qu'il savait que ce produit était dangereux et addictif, a payé plus d'1,2 milliard, là également, d'amende aux victimes. Mais ce qui est terrible, c'est que je pense qu'ils sont rentrés dans leurs frais. C'est-à-dire qu'ils sont condamnés, ils payent des amendes, mais à l'arrivée, il y a quand même beaucoup de profits. Ils ne sont pas perdants. Donc, méfiez-vous. La prochaine fois que le gouvernement vous dira les médecins généralistes ne sont pas bons, ils ne prennent pas en charge votre truc, votre machin, nous allons mettre en place tel centre bidule truc et vous aurez le droit à ce nouveau médicament. Méfiez-vous. Regardez qui est derrière et s'il n'y a pas McKinsey qui traîne. L'autre manière de corrompre le stylo, c'est que maintenant, il faut savoir que les médecins généralistes ont des primes. Si on vous fait tant de dépistage par mammographie, si on vous fait tant de vaccins, si on prescrit tant de prises de sang, eh ben, vous touchez des sous. Donc la corruption, elle est cette fois organisée effectivement par les caisses d'assurance maladie, soi-disant nos amis, qui subventionnent en fonction de ce qu'elles veulent. Donc, si ces gens sont parfaitement bien intentionnés, on se dit pourquoi pas. Voilà, il faut avoir confiance. Est-ce qu'ils sont parfaitement bien intentionnés quand on sait effectivement tout ce qui se passe?
Autre mode de corruption, l'obligation vaccinale. Donc en France, on est le pays où il y a le plus d'obligations vaccinales. Si l'obligation vaccinale était de la science, on est bien d'accord que l'Allemagne ferait pareil, la Suisse ferait pareil, l'Angleterre ferait pareil. La science, elle ne s'arrête pas aux frontières. À partir du moment Universel. où on... Pardon? Universel, normalement. Exactement. La science, si effectivement l'obligation vaccinale est un bienfait pour l'humanité, pourquoi ça s'arrête à nos frontières? La majorité des pays européens n'ont pas d'obligation vaccinale et ils n'ont pas d'épidémie. Donc l'obligation vaccinale, c'est quand même donner une rente de situation à des laboratoires qui savent que chaque année, ils peuvent fournir tant de vaccins, tant de millions d'euros qui vont rentrer dans les caisses. Donc l'obligation Je me vaccinale, permets de te couper parce que oui, bien je me sûr, permets de te couper. Euh, il faut comprendre que pour les investisseurs, le vaccin est une nécessité parce que comme tu viens de le dire, c'est une rente, c'est donc un business model. exact. Et c'est pour cette raison que les laboratoires veulent absolument vendre du vaccin parce que ça leur permet de montrer des résultats à leurs investisseurs. Exactement. Alors quand le gouvernement oblige, alors là c'est génial parce que vous êtes assuré des ventes. Comme, comme, comme entreprise, c'est vraiment le top du top. Vous êtes sûr, vous n'avez pas sorti le produit, vous êtes déjà sûr qu'il va être vendu. C'est merveilleux, non? Et quelle que soit la qualité du produit d'ailleurs, puisqu'on ne demande même plus après à savoir si le produit est efficace ou pas. Donc on a ces niveaux de corruption multiples. Et après, j'en arrive à la HAS, où effectivement, il faut quand même donner un petit peu de bonne conscience à tous ces gens-là. Donc, on crée des commissions, des comités Théodule, la haute autorité de santé, ça en jette quand même. Hein. Et vous vous dites, bah, si la haute autorité de santé a donné son aval, c'est que quand même c'est sérieux. Alors, j'en viens à mon exemple. Donc, la haute autorité de santé a mis un groupe de travail sur l'obligation vaccinale pour les gens de plus de 65 ans et pour les professionnels de santé à leur contact. Moi, je suis médecin coordinateur en EHPAD, donc je suis au contact, je travaille qu'avec des gens de plus de 65 ans. Et je travaille auprès de professionnels de santé, donc je suis vraiment parfaitement adéquat pour cette commission. Donc je postule, j'envoie mon CV. Et comme mon CV est bon, ils me prennent. Sauf que suite à des dénonciations, parce que les réseaux, ça sert aussi à ça, on leur dit attention, attention, le gars, il n'est pas pro-vax, hein, il est pour que l'information soit loyale et que le choix soit libre, qu'il y ait un consentement libre. Et Oui, qu'est-ce qui se passe dans les... oui, Oui, d'ailleurs, ce qu'il faut quand même ajouter, le consentement libre et éclairé pour le vaccin, c'est la doctrine de l'OMS. C'est pour dire bah, que, c'est-à-dire qu'ils sont aussi en marge vis-à-vis de ce qui, comme tu disais, de ce qui se fait dans le monde. et puis c'est ce qui se passe dans le monde entier, effectivement. Ouais. Ouais. Donc Ah, moi j'ai un bon CV et je me retrouve sélectionné et en 24 heures on me dit non, vos positions ne sont pas en phase avec le groupe et ils me virent. Sauf que entre-temps il y avait déjà eu un Google Meet et donc j'avais le nom des différents experts qui eux vont participer à cette haute autorité de santé tellement indépendante. Et c'est là où ça devient rigolo. Parce que quand on prend effectivement les différents experts, alors le premier expert qui n'est pas exclu, hein, c'est un médecin. Il est médecin du travail, donc c'est une dame. Donc vous imaginez bien qu'en médecine du travail, on voit beaucoup de personnes de plus de 65 ans. Hein. C'est quand même, du principe. c'est là où on en voit le plus. Hein. Le deuxième expert non exclu, alors lui, il n'est pas médecin, c'est une dame également, elle est coordinatrice de programme couverture vaccinale à la direction des maladies infectieuses de Santé publique France. Si on a quelqu'un qui effectivement est concerné par le vaccin et qui veut imposer le vaccin, c'est son job, elle est payée pour ça. Hein. La troisième experte qui n'est pas exclue, elle est médecin, et c'est une élue politique communiste qui a perdu sa délégation car elle n'était plus à même de remplir ses fonctions de rassemblement des communautés parce qu'elle était un petit peu trop sectaire. On se demande ce qu'elle vient faire là. Mais bon, sans doute que le choix politique... Le quatrième expert, c'est le président d'une association de malades. Alors lui, il n'a rien à voir avec la vaccination. Il s'est décrit sur Google, effectivement, comme un ancien toxicomane qui avait réussi à remonter à passer ce cap. Mais qu'est-ce qu'il vient faire dans la vaccination, hein? Bon. La cinquième, c'est une infirmière puéricultrice. Bah, c'est sûr que s'occuper des enfants, quand on parle d'obligation vaccinale chez les plus de 65 ans, hein, c'est vraiment adapté. Le sixième, c'est un anthropologue qui a publié sur la vaccination des soignants et son obligation. Donc, autant dire que le mec, il est vachement neutre et il vient effectivement avec une parfaite autonomie.
Le septième, c'est quelqu'un qui est effectivement une infectiologue qui est pro-vaccin à fond la caisse, qui est allé effectivement faire la promotion des vaccins Covid dans les universités en disant que la protéine spike n'est qu'une partie du virus, elle ne rend pas malade, au contraire. Alors que maintenant, on sait tous que la protéine spike, c'est ce qui crée des thromboses de tous les côtés. Le huitième, il n'y en a plus beaucoup, hein. Le huitième, c'est un urologue. Donc, l'urologue et la vaccination des personnes âgées, on comprend effectivement que le choix est parfaitement adapté, hein. Le neuvième, alors le neuvième expert, lui, il est pas médecin, il est juriste, mais il a une qualité, c'est qu'il a fait des publications sur la vaccination obligatoire. Donc, il peut apporter les éléments nécessaires pour imposer la vaccination obligatoire. C'est son job, il est payé pour ça. Le dixième, je ne l'ai pas trouvé, mais le seul nom qui ressort sur Google, c'est pépiniériste. Mais après, bon, pourquoi pas, un pépiniériste, ça peut être intéressant aussi, hein. Ou ça fait gouvernement macroniste, c'est-à-dire que Ils tu as les ont des bien gens choisis. qui sont les moins qualifiés à leur poste. Oui. C'est comme mon Et la chanin à la Cour des onzième, comptes. et la onzième experte, ils ont été la chercher à l'étranger. Elle travaille pas en France, mais elle a une qualité, c'est qu'elle est vraiment pour l'obligation. Elle dit effectivement la vaccination pour tous les gens à risque de grippe grave n'est pas encore une obligation pour le personnel soignant, mais il faut que cette réflexion soit menée parce qu'il faut que ce soit obligatoire. Voilà, donc on se retrouve avec une haute autorité de la santé qui sélectionne ses experts bien comme il faut et qui va nous sortir une recommandation bien comme il faut, qui dira effectivement, dans le cadre de réflexions totalement indépendantes, la haute autorité de santé décide que. Eh bien, je crois Voilà. qu'il faut effectivement mettre le haut là et dire aux gens, méfiez-vous, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas de la science, c'est Oui, tu effectivement. sais, j'ai connu ça dans l'éducation nationale où tu réunis des gens, donc il y a une discussion comme ça, chacun donne son point de vue, puis après, celui qui préside apporte un papier qui a été préparé 2 jours avant et puis tout le monde signe. Ça me fait penser un peu à ce genre de choses, c'est-à-dire que le ministère a certainement pensé des éléments de langage, des choses qui vont être en quelque sorte adoubées. Ou, co-signé par tous ces gens-là. C'est un peu Voilà, vraiment leur méthode, hein. Ah, mais complètement. Et alors, Là, il y a eu un couac, peut-être un stagiaire qui a regardé mon CV, qui a dit, ah, mais merde, celui-là, il est compétent, mais il a dû se faire taper sur les doigts. Ces gens, on vous demande pas de prendre des gens compétents, on vous demande des gens qui, on vous servi. demande de prendre des gens qui vont dire, on est d'accord avec ce qu'a dit le gouvernement. C'est pourtant pas. Voilà, et Qu'est-ce que c'est que ces stagiaires? C'est qui va pénible. paraffer les éléments de langage qui ont été pensés par des hauts Ouais. fonctionnaires proches de RIST. Mais ils doivent pas être très, très à l'aise parce que sur 12 experts, ils ont viré le seul qui, donc à 1 contre 12, à 1 contre 11, ils se sont dit peut-être qu'il peut encore faire du tort. Donc ils sont pas très sûrs d'eux quand même, hein. Ah, et puis surtout, si tu avais été à l'intérieur de cette commission, connaissant je connais un peu le milieu macronard, tu aurais certainement rapporté certaines choses. Puis même, Certainement. voilà, c'est ça aussi qu'ils craignent, hein, c'est que tu sois le témoin de leur petite salade. Ben, c'est quand même une haute autorité, donc ce serait embêtant que la haute autorité Non mais, fasse des non petites mais, salades dans leur bureau. non mais t'imagines, on te gonfle de titres de haute autorité et les gens qui composent cette haute autorité, voilà, sont des gens qui n'ont rien à voir avec une forme de hauteur, hein, Ah une non, forme de absolument pas, en tout bassesse. cas. Non, Ouais. c'est hallucinant. Franchement, c'est hallucinant. Je suis content qu'on ait Bah, l'occasion d'en parler parce que c'est tellement énorme que je suis ravi qu'on puisse en parler. Il faut vraiment réaliser comment ça fonctionne et où est-ce que. Alors, moi, je suis le représentant d'un mouvement politique qui s'appelle le MPC. On a travaillé sur la corruption. Il ne faut pas se raconter l'histoire. Il y a de la corruption et on se pose la question, mais comment faire? Parce que là, c'est les constats et on en arrive même à en rigoler tellement plutôt qu'à en pleurer. Mais comment faire? Ben, nous, on pense qu'effectivement, il va falloir passer par des tirages au sort. Nos hôpitaux sont tous équipés de pharmacies internes aux hôpitaux avec des pharmaciens. Et on pense qu'effectivement, on devrait faire des tirages au sort parmi tous ces gens-là chaque fois qu'il y aura effectivement une décision de santé à prendre sur un médicament, sur un nouveau produit. Et ce serait effectivement des gens de terrain qui seraient donc, par tirage au sort, hein, je l'ai déjà dit, serait effectivement la probabilité qu'ils soient corrompus serait évidemment beaucoup plus faible et on retrouverait un petit peu de confiance parce qu'il faut ramener de la confiance dans notre système de santé. oui, on en a bien besoin. Bah écoute, Exactement.
Je te remercie, Franck, pour ton témoignage et je pense que la communauté va réagir très vivement. Merci à toi. Bon, Mais je, c'est moi qui te remercie.